Chapitre 10 Hamburgers et tarte opium. Le lendemain, au Resto-Vite, le travail reprit dans une atmosphère tendue. Vers les 3 heures, on vit Bouboule entrer. Elle n'avait plus son air réjoui de la veille au bras du beau Jerry. Loin de là, elle avait la mine si déconfite que, par sympathie, Micheline l'aborda pour lui demander « Mais qu'est-ce que tu as? Es-tu malade, Lorette? » À ces mots, elle fondit en larmes et ses sanglots l'empêchèrent de répondre tout de suite. Le visage dans les mains, elle resta là, sans parler, donnant libre cours à sa peine. Seule avec Micheline dans la salle du personnel, elle essuya ses yeux rougis, se moucha, puis, la gorge serrée, commença son récit. « Tu sais que Jerry m'avait demandé de sortir avec lui? Eh bien, moi, la grosse boboule, j'étais orgueilleuse comme un pain. Jamais personne ne m'avait demandé ça avant, à part Chink pour une sortie au cinéma. Tu parles si j'étais fière de marcher avec lui dans la rue et d'entrer ici au restaurant à son bras. Qu'est-ce qui t'a fait pour que tu aies autant de peine? Tu sais que Jerry s'est acheté de nouveaux instruments pour son orchestre il y a 3 mois? Oui. Il m'a amadoué par son charme, puis m'a déclaré qu'il allait perdre ses instruments s'il ne pouvait faire le prochain paiement, car il était déjà en retard de 2 mois. Il avait l'air si découragé que je n'ai écouté que mon cœur. Je lui ai offert de lui avancer l'argent. Au début, il a refusé, puis, comme j'insistais, il a accepté. Il m'a amené à la banque chercher l'argent, puis ensuite il m'a conduite au magasin. Les cordes d'or. Là, en imbécile, qui a perdu la tête devant un Don Juan, j'ai fait pas un, mais les 2 paiements en souffrance, soit 366,32 $. Oh non! Et puis après, son attitude a changé du tout au tout. Il n'a même pas remercié. En sortant du magasin, il a refusé que je me tienne à son bras comme 5 minutes auparavant. Là, il m'a ramené chez moi et m'a dit qu'il devait me laisser, car il avait une répétition avec son orchestre qui devrait durer jusqu'en fin de soirée. Et il est parti. C'est tout? Non! Hier soir, je suis allée faire un peu de magasinage au mall. Lorsque je me suis arrêtée au restaurant pour un cola, Jerry était là, avec la belle Maureen Kingsley, qui ronronnait comme une chatte auprès de lui. Micheline, j'ai cru que j'allais mourir de choc. Je me suis approchée d'eux et j'ai dit à Jerry, « Ta répétition a fini de bonne heure? » Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Calmement, il m'a regardé puis a soufflé sa fumée de cigarette par ses narines comme un dragon, puis il m'a répondu en français pour que sa petite amie anglaise ne comprenne pas. « Bouboule, je voulais te dire que c'est fini entre nous. »« Juste ça? » s'exclame Micheline. « Juste ça. » Ensuite, j'ai ajouté. « Et puis les 2 paiements que j'ai faits pour toi, ça compte pas? » Qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Il s'est mis à rire de son petit rire méchant, puis a répondu « Considère ça comme un don pour encourager les jeunes musiciens de ta région. » Et là, qu'est-ce que tu as fait? J'avais tellement de peine que je me suis enfuie pour ne pas lui donner le plaisir de me voir pleurer. Le salaud! À ces mots, Lorette se remet à pleurer de plus belle. Ne pleure pas pour lui, il n'en vaut pas la peine. C'est un parasite qui fait ça à toutes les filles. Mais il m'a dit tellement de belles choses. Je peux me l'imaginer. Mitch, j'ai tellement honte que je ne pourrai jamais me montrer devant les autres. Ben non, Lorette, si quelqu'un t'en parle, dis-leur que c'est toi qui l'as abandonné.
Et moi, je te promets de garder le secret des paiements. Tu es bien bonne. Ça m'a fait du bien d'en parler à quelqu'un. Merci de m'avoir écouté. Lorette, tu montes aujourd'hui ou demain? La voix métallique de Marteau n'avait rien d'équivoque. Je monte tout de suite, répond Bouboule qui sèche les yeux. Elle fouille dans son sac, se poudre les joues et prend une grande respiration avant de monter à son poste. Micheline la suit, portant leur secret. Entre-temps, Chink n'avait pas chômé. Après une courte nuit de sommeil, il poursuivait son enquête. Toutes les données de la veille étaient déjà dans son ordinateur. De son côté, Lynn avait obtenu de son père de l'information privilégiée concernant la fameuse lettre T sur la plaque d'immatriculation de la moto du fuyard. Elle téléphona à Chink toute fière de pouvoir aider à l'enquête. « Bonjour Lynn, as-tu le renseignement demandé? »« Oui, et je crois que ça t'aidera beaucoup. Vas-y, je t'écoute. » Mon père me dit que la lettre T est attribuée à toutes les motos de notre ville dont les propriétaires demeurent au nord des voies ferrées du Sienne. Il y a plus de 53 motos dans cette zone qui portent cette lettre. Wow! Ce sera presque impossible de pouvoir tout vérifier ça. Un instant, Alcide, j'ai mieux que ça. Avec l'aide de l'ordinateur au ministère des Transports, mon père a obtenu le nom des propriétaires de motocyclettes bleues de cette localité, dont l'immatriculation commence par la lettre T. Formidable! Combien en a-t-il? 5. As-tu les noms? Oui. Voici les noms et les adresses. Pas trop vite, je les écris. En un rien de temps, grâce à cette veine extraordinaire, Chink mettait dans son ordinateur les noms et les adresses des 5 propriétaires. L'un d'eux était peut-être le coupable d'hier soir. Merci, Lynn, tu es un cœur. N'oublie pas d'être au restaurant ce soir pour la réunion à 00:30. Je ne la manquerai pas pour tout l'or au monde. Au revoir. Ciao. Alcide jubilait. Il fit éclater son rire épouvantable qui fit écho dans sa chambre. Christian et Joël, qui étaient là, se regardèrent d'un air bizarre. En capitaine, Alcide commanda. « Les gars, nous avons du pain sur la planche. Nous pouvons peut-être résoudre l'énigme et découvrir le coupable aujourd'hui, même si nous avons de la chance. Voici les 5 noms et leur adresse. Les connaissez-vous? » Les 3 consultèrent la liste de noms sur l'écran, témoins de l'ordinateur. « Connais pas, » dit Joël. « Moi, le nom de Pierre Blondin me dit quelque chose. C'est peut-être un élève de notre école, ajoute Christian. Ça, c'est assez facile à vérifier. J'ai déjà fait une petite incursion secrète dans les dossiers d'élèves de notre école. » À ces mots, Chink fait un large sourire qui montre ses longues dents et cache du même fait ses petits yeux noirs bridés. Il pianote sur le clavier de son ordinateur avec dextérité. Bientôt, sur son écran, apparaît le nom de Pierre Blondin, 316 rue Glaude, élève en 11e année de leur école, expulsé à 2 reprises pour inconduite. Les 4 autres noms ne figurent pas sur les listes de l'école. Bon, ça n'ajoute pas beaucoup qu'il soit de notre école ou non. Ce qui compte maintenant, c'est de jouer au détective. Nous savons que le coupable possède une moto bleue, un casque et un blouson noir, qu'il est mince et grand, qu'il parle français et qu'il est légèrement blessé à la jambe droite et probablement à l'index de la main gauche. Il est aussi très probable qu'il soit gaucher. Donc, dans notre enquête, nous devons garder toutes ces données en mémoire et les observer. Adressez-vous toujours en français afin de savoir s'il est francophone. Puis tendez-lui ce petit sondage bilingue que j'ai préparé à cet effet sur la popularité des motos. Chacun devra écrire pour indiquer ses préférences. Ainsi, nous verrons s'il est gaucher et s'il a des traces de morsure à un doigt. Quant au casque et au blouson, essayez de les voir, mais n'en parlez pas afin de ne pas éveiller de soupçons. Christian, prends ces 2 noms, moi ces 2-ci, et toi, Joël, celui de Pierre Blondin.
Puisque tu n'es pas de l'école depuis 6 ans, il ne te connaîtra pas et ne se doutera de rien. Compris? Oui, c'était très clair. Mais qu'est-ce que je fais s'il n'est pas là? Tu retourneras plus tard. Il faut absolument savoir ça dès aujourd'hui. Si nous tardons trop, ses blessures seront guéries et l'indice le plus important nous aura glissé des mains. Allons-y, dit Joël avec détermination, et sans plus tarder, le trio de détectives part dans l'auto de Joël vers le nord de la ville. Le mois de juillet est splendide. On s'accorde à dire que c'est le plus bel été et le plus chaud depuis quelques années. Les jeunes passent et repassent à bicyclette devant le restaurant. Le cyclisme, ça demande de l'énergie et l'énergie dépensée creuse l'appétit. Alors, la halte la plus habituelle pour les jeunes, c'est le resto vite. Et quel meilleur endroit y aurait-il pour se retrouver entre jeunes gens, y rencontrer sa petite amie ou faire de nouvelles connaissances? Les jeunes serveuses, malgré la chaleur, s'adonnent à leurs besoins avec une ardeur surprenante. Les quarts étant de 3 à 4 heures seulement, elles peuvent garder le maximum d'énergie et servir les clients avec rapidité et courtoisie. C'est le mot d'ordre chez Resto Vite. Ce soir-là, un groupe hétéroclite s'est assemblé au restaurant. Chunky est venu et s'est installé avec des gars à l'air plutôt louche. Depuis que le mot s'est répandu qu'il se drogue et est même pusher, plusieurs jeunes l'évitent, tandis que d'autres se sont mis à le coudoyer. Le gros Dubois, reconnu pour ses goinfreries, est là parmi un groupe animé de jeunes espiègles qui aiment toujours le provoquer à quelques exploits gargantuesques. En effet, depuis une semaine, un groupe de l'école secondaire anglaise prétend posséder un champion mangeur capable de détrôner Woods, le champion de l'école française. D'ailleurs, ces deux-là se sont déjà affrontés en février dernier lors du carnaval d'hiver à la pizzeria Go-Go et Woods l'avait emporté, mais par une seule pointe de pizza. Sa victoire chaudement acquise était de mauvais augure pour Dubois, qui avait vu sa suprématie amoindrie. Ce soir, un concours a été organisé par les deux groupes rivaux. Chaque groupe entoure son champion et l'encourage à la victoire. On apporte un plateau de hamburgers et le concours est lancé. Qui pourra en manger le plus? Woods, qui n'a pas mangé de la journée pour se préparer dignement, avale les 2 premiers hamburgers comme s'il s'agissait de 2 petits pois. Son adversaire, le gros George, en fait autant. Les 3e et 4e descendent avec plus de modération. La foule s'anime. Chacun crie pour son héros. Les deux rivaux se regardent avec une certaine lassitude en empoignant le 5e hamburger. De toute évidence, celui-ci séparera le vrai goinfre du porcelet. Les mâchoires ralentissent et on les voit faire de gros efforts pour avaler. Enfin, ils sont ex aequo après le 5e. On leur en présente un 6e. Woods l'empoigne comme s'il était affamé. C'est une question de stratégie afin de démoraliser son adversaire. George saisit avec dédain son 6e, en prend une bouchée qu'il ne parvient absolument pas à avaler. Il la recrache sur la table au dégoût de la foule. Ses partisans l'enjoignent en vain de continuer. Woods, voyant venir la victoire, se lève, desserre sa ceinture de 3 crans, laisse s'échapper un formidable rot, puis se rassit et mange la moitié de son hamburger. Voyant que George a abandonné et qu'il est maintenant le gagnant, il s'arrête et lève les bras au ciel en signe de victoire. Ses amis l'acclament avec frénésie, tandis que ceux du vaincu, penauds, accompagnent George vers l'extérieur. Des sirènes stridentes se font entendre et 2 autos patrouilles font interruption dans la cour. 3 policiers se précipitent dans le restaurant et se dirigent vers la table de Chunky, qui semble calme comparé à ses comparses qui veulent s'échapper. « C'est une descente! Que personne ne bouge! » jappe le policier,
qui a pris le commandement. En un éclair, Chunky est assis et fouillé de la tête aux pieds. Rien. On fouille à nouveau avec plus d'attention. Toujours rien. Amène-toi, tu viens au poste avec nous, ajoute le commandant, tandis que ses deux compagnons d'armes empoignent Chunky et l'entraînent déjà vers leur voiture. Les amis louches de Chunky sont livides de peur. Le sergent les regarde en leur disant « On vous a à l'œil. Tenez-vous éloignés de la drogue ou vous aurez affaire à nous. » Un silence de mort a régné dans la cour, tout le restaurant durant cette brève descente. Aussitôt la porte renfermée, les jeunes, silencieux l'instant d'avant, se mettent à parler tous ensemble, exprimant leur opinion pour ou contre cette tactique policière. Personne n'est demeuré indifférent. Chacun prétend avoir quelques secrètes informations en ce qui concerne les agissements de Chunky. Dans quelques heures, toute la ville parlera de l'événement et l'on pourra entendre des versions plutôt surprenantes des faits. De son côté, Woods, mécontent que cette intrusion spectaculaire lui ait enlevé la vedette, jette un cri « Moi j'ai faim! Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir du dessert? » « Ici, Woods! » Chunky est parti un peu vite et n'a même pas touché à sa tartelette aux pommes. Se disant, un drôle lui tend le dessert délaissé et, comme s'il mangeait pour la première fois de la journée, Dubois l'avale gloutonnement. Soudain, il est comme foudroyé sur place, les yeux hagards, puis s'écroule sur le plancher, saisi de violentes convulsions. Les clients s'éloignent de lui en jetant cris d'horreur. « Vite, qu'on appelle une ambulance! » Un homme s'approche et se penche sur le malade. Il lance un ordre. « Hélène, va vite chercher ma trousse dans l'auto! » La dame s'élance vers l'extérieur. « C'est le docteur Babin! » fait remarquer Diane, qui se sent rassurée par cette présence. Pendant que le médecin prodigue des soins d'urgence à Woods, l'ambulance arrive sur les lieux et emmène le héros à l'hôpital. Quelques heures plus tard, une nouvelle surprenante circule. Dubois a été victime d'une surdose de drogue. L'enquête de la police en déduit que la drogue qu'on n'avait pas trouvée lors de la descente avait été dissimulée par Chunky dans la tartelette aux pommes. Le pauvre Woods, bien innocent de la chose, a été la victime du subterfuge. Après une journée aussi fertile en émotions, les employés ne sont pas fâchés de fermer. Guylaine, Lynn, Christian et Chink arrivent à cette heure tardive. Fidèles au rendez-vous, ils descendent au sous-sol pour la suite de la réunion de la veille au soir. Chink a la mine réjouie. De son côté, l'air morose de Guylaine témoigne de l'état du choc résultant de sa mésaventure du jour précédent. « Commençons la réunion », ordonne Chink. Ce matin, grâce au beau travail de Lynn, nous avons reçu de son père les noms et adresses de 5 suspects possibles de l'agression d'hier soir. Ce sont les propriétaires de motos bleues dont les plaques d'immatriculation commencent par T. Ceux-ci demeurent au nord de la ville. Aujourd'hui, Joël, Christian et moi-même sommes allés voir ces 5 individus et voici le résultat de nos enquêtes. Christian. Christian se lève et, très sérieux pour une fois, donne un compte-rendu de ses trouvailles. J'avais 2 personnes à rencontrer pour leur faire remplir mon formulaire de sondage fictif concernant la popularité des motos. Mon premier nom, Giulio Zappa, a été facile à éliminer de la liste des suspects car il est en prison depuis 3 mois et n'a donc pas pu être ici hier soir. Mon deuxième, Henri Monterlin, est de langue française et droitier. C'est un garçon trapu, ne mesurant pas plus de 5 pieds 6. De plus, je l'ai rencontré au moment où il allait partir de chez lui à moto. Il portait un casque rouge ainsi qu'un blouson rouge et gris. Il ne peut donc pas être notre suspect, grand, mince, au casque noir. Nous en sommes donc réduits à soupçonner 3 individus. Fier de son travail, Christian semble néanmoins un peu déçu de n'avoir pu trouver le coupable. « Merci, Christian. Tu fais du bon travail. Pour ma part, poursuit Alcide, je suis allé chez Thomas Smith.
Il est unilingue anglais et ne peut être notre suspect puisque l'agresseur d'hier soir a parlé à Guylaine en français. Mon deuxième individu, Jean Duprat, est grand et mince, il parle français et il porte un casque et un blouson noir. Toutefois, il ne boite pas et n'a aucune blessure à la main gauche. En passant, il est droitier. Tous les regards se tournent donc vers Joël. Puisque 4 suspects sur 5 ont été éliminés, le dernier, si l'on n'a pas fait fausse route, doit être le coupable. Se sachant le point de mire, il prend son temps pour dévoiler ses découvertes. « Vite, Joël, dis-nous ce que tu as trouvé » s'exclame Mitch, impatiente. Acide m'a chargé d'enquêter auprès de Pierre Blondin, puisque c'est un élève de votre école. Ainsi, il ne me connaît pas et il ne pouvait se douter de mes intentions lors de mon sondage. À mon désavantage, je n'ai pu voir son casque et son blouson noir, puisque je l'ai trouvé étendu au soleil en maillot de bain auprès de la piscine. Joël s'arrête pour laisser languir son auditoire. « Dis-nous ce que tu as trouvé, pour l'amour du ciel !» s'exclame Lynn exaspérée. Joël reprend lentement, préparant bien les données de son enquête. En effet, Pierre Blondin est grand, mince et parle français. J'ai aussi remarqué qu'il avait 2 grosses ecchymoses à la jambe droite. Quand il a pris le crayon pour remplir la feuille de sondage, il a écrit de la main gauche, mais avec quelques difficultés, ayant l'index entouré d'un pansement. De toute évidence, il avait une blessure à ce doigt. Un murmure parcourt l'assemblée. Bientôt, ce murmure se change en état de voix frénétique. Oh, on a trouvé le coupable! Silence! Silence! Fait Chink. Lentement, ils reviennent au calme. Dès que Joël a eu rendu compte de ses constatations cet après-midi, je suis allé faire le guet dans la rue du suspect. En effet, vers 6 heures, je l'ai vu partir de chez lui à moto. Il portait un pantalon, un blouson et un casque, tous noirs. Je crois donc que nous pouvons presque en déduire qu'il est le coupable de l'agression d'hier. « Qu'est-ce que tu veux dire par « presque » interroge Christian. « C'est évident qu'il est le coupable. » Ben oui et non. Devant les tribunaux, il ne pourrait être condamné avec si peu de preuves. Avant de le confronter et de l'accuser, il nous en faut davantage. J'ai un plan que je ne peux vous dévoiler maintenant. S'il réussit demain, nous saurons avec certitude si Blondin est vraiment notre coupable. Quel est ton plan, Alcide? Il serait mieux pour m'assurer de son succès que je ne le dévoile pas ce soir. Si vous en voulez les résultats, rendez-vous demain à 5 heures devant le cénotaphe du soldat inconnu où je vous en communiquerai le dénouement. Et surtout, pas un mot à personne, autrement le tout pourrait être compromis. À demain. L'équipe se disperse puisque Chink a si bien mené la recherche jusqu'ici. Pourquoi ne pas lui faire confiance jusqu'à demain?